C'est bon, ça va aller. Alors, très heureux d'animer cette discussion-là parce que c'est un sujet, vous, ça vous touche directement, de par vos intérêts, vos professions. Moi, essentiellement, c'était comme journaliste qui couvre le numérique. Mais d'avoir la chance d'avoir tous ces gens-là assis devant nous comme ça, c'est fort intéressant parce qu'on va probablement avoir des réponses à nos questions. On ne pourra pas dire « je ne le savais pas » parce que c'est des personnalités. Non, ça va aller. La question, je vais aller tout de suite avec le titre parce que je trouvais ça tellement bon. 1 an plus tard, parce qu'on s'entend, là, la fameuse loi qui a enclenché toute cette discussion-là, le projet de loi, c'était le C-18, qui est devenu la loi des nouvelles en ligne. C'était en juin l'année passée que ça a été enchâssé comme étant une loi. Puis depuis ce temps-là, on en avait entendu beaucoup parler avant. La loi est passée, la mécanique s'est mise en marche, le CRTC a fait son travail. Mais les principaux protagonistes de l'histoire ont été plus ou moins silencieux. Alors, quand on m'a dit, tiens, l'atelier, ça s'appelle Qui a vraiment gagné la bataille? On a presque 1 an de recul. Je vous poserai les questions, puis ça me permettra de savoir où vous vous campez. Alors, qui, 1 an plus tard, selon vous, j'aime bien la face. Je me lance, si vous me permettez. Oui, allez-y donc. J'aurais beaucoup de mal à vous dire qui a gagné, mais je peux vous dire qui a perdu, par exemple. Puis qui a perdu, d'après moi, c'est le journalisme canadien et c'est la population canadienne. Pourquoi? Parce que peu importe les paramètres de la loi C-18, peu importe à la fin si on réussit à aller chercher un peu de sous de la part des géants du Web, en ce moment, il y a un phénomène qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'informaient directement à partir de Facebook qui n'ont plus accès à nos contenus. Et ça, à mon point de vue, bon, d'une part, ça nuit à nos opérations. D'autre part, ça nuit à l'accès du public à l'information. Et à mon point de vue, c'est une perte énorme. Et je ne vois pas comment on va pouvoir essayer de raplomber les choses, à moins que tout d'un coup, Meta décide de revenir à la raison, ce qui m'étonnerait beaucoup. J'ai l'impression qu'on a une perte nette qu'on ne pourra pas récupérer. Marc Gendron, c'est celui qui a commencé les hostilités. Bonjour. La question de le positionner, il est éditeur du Soleil de Québec et aussi, c'est la personne clé au niveau de la stratégie numérique à la Coop de l'information. Et on y reviendra à votre expérience à vous. Luce Julien, vous êtes la grande patronne de l'information à Radio-Canada. Quand vous regardez ça presque un an plus tard... Bien, moi, je vais dire, au fond, tout ce qui peut freiner l'accès à l'information, bien, en soi, c'est une défaite. C'est sûr que ce n'est pas sain, c'est malsain, etc. Maintenant, pour Radio-Canada spécifiquement, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient ici hier, je vais peut-être radoter un peu. Le trafic, il faut savoir que Facebook, il y avait quand même déjà de moins en moins de nouvelles. Hein? L'algorithme de Facebook ne favorisait pas non plus les nouvelles, l'information. Nous, de notre côté, le trafic qui provenait de Facebook sur nos sites était de 8 à 10 %. Mais je fais une parenthèse, par contre, pour les stations régionales, je l'ai dit hier, probablement pour Rimouski, pour l'ensemble des stations régionales, les sites de stations régionales, là, le trafic provenant de Facebook était beaucoup plus important. Hier, j'ai donné l'exemple du peuple, des peuples autochtones notamment, qui s'informent beaucoup par Facebook. J'ai donné l'exemple des feux de forêt parce que pour nous, on a trouvé ça vraiment scandaleux, le fait qu'effectivement, les Autochtones qui s'informent beaucoup, beaucoup par Facebook ne pouvaient pas à ce moment-là s'informer alors qu'il y avait une situation d'urgence. Donc, ben non, c'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle. Puis encore une fois, tout ce qui limite l'accès à l'information, peu importe la plateforme. Mais de notre côté, le revers positif, ça a été que les gens ont compris, les citoyens, vous, parce que vous avez un travail à faire, vous avez compris que pour avoir une information fiable, bien, il faut aller sur des sites d'information des médias. Et au lieu de s'informer par Facebook, donc je pense qu'il y a eu une augmentation de trafic, en tout cas dans notre cas, 15 % minimum. Puis je pense que ça s'est vérifié pas mal pour tous les médias, parce qu'à peu près chaque média a fait quand même une campagne de publicité en disant « Vous voulez de l'information, téléchargez notre application ou venez sur notre site ». Ça, c'est le revers positif, parce qu'il faut quand même le dire. Mais ça n'en fait pas un bon ami non plus, là, Facebook. On va revenir sur cette campagne de rapatriement de vos lectorats, de vos auditoires.
Annick Charrette, vous êtes la présidente de la FNCC. Vous représentez une bonne partie des artisans qui sont au sein de ces médias-là. Quand vous regardez de votre œil, de votre bout de table, qui est le perdant, qui est le gagnant? J'ai envie, pour paraphraser mon collègue ici, de vous dire que je pense que le plus grand perdant de ce qui s'est passé, c'est la démocratie. C'est la population qui a été prise en otage par là, je vais paraphraser mon voisin de droite, mais par des sauvages. Des barbares. Des barbares, pardon, des barbares. Des gens qui n'ont pas de considération pour des principes de base qui ont guidé l'ensemble de nos sociétés, qui est l'autodétermination d'un territoire et de ce qui peut s'y passer, et des lois qui peuvent y être édictées. Donc, pour moi, c'est la démocratie en premier lieu. Puis pour ce qui est de l'aspect pour les gens qui travaillent dans les médias, bien, c'est un peu une captation de la valeur de leur travail et de la valeur des institutions, des organisations qui produisent de l'information, de dire que ça peut être ou pas utilisé à tout venant, puis que c'est ces gens-là, situés dans un territoire qui est en dehors du Canada, qui décident de l'avenir et de la disponibilité de l'information dans une société qui s'appelle le Canada. Merci. Le journaliste et l'auteur Alain Saunier, qui a écrit notamment cette histoire numérique des barbares. Les barbares numériques, c'est affectueux quand même. Oui. Oui. Ah bon? Ça dépend de la lecture qu'on en fait, mais bon. Au 3e degré, peut-être, mais... Quand vous regardez ça, là? Bien, moi, je regarde ça avec une vision peut-être un peu plus optimiste. Parce que quand j'ai commencé à me préoccuper, moi, des géants numériques, à peu près personne ne s'en préoccupait. Dans les différents gouvernements ici, au Canada, on regardait ça aller. On était subjugués par les Steve Jobs, les Mark Zuckerberg et tout ça, puis ça faisait partie de la modernité. Alors donc, j'ai parlé, moi, de l'hymne à la modernité qu'ont entonné en chœur un paquet d'hommes et de femmes politiques. Aujourd'hui, et je dirais depuis les 5 dernières années, je sens que le vent tourne. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience maintenant chez les hommes et les femmes qui nous dirigent, et c'est une très bonne chose. Et d'autre part, je perçois également qu'au sein de la population, c'est-à-dire vous, il y a ce sens critique qui commence à se développer de plus en plus, parce que là, on s'en est fait passer beaucoup trop des fake news puis de tout ce que vous voulez. Alors moi, je suis plutôt optimiste ces temps-ci, mais ce que je dis par contre, c'est que la bataille est très loin d'être gagnée, parce que c'est pas le Canada qui va gagner cette bataille-là tout seul, c'est pas le Québec qui va gagner ça tout seul, c'est tous les États de l'Occident, c'est tous les États qui ont à cœur la démocratie, que disait ma collègue de gauche. Et c'est bien assis. Chacun son tour, madame. Vous aurez compris que le positionnement était longuement réfléchi. On a une belle relation quand même. Alors, toujours est-il que moi, ce que je considère, c'est que le vent est en train de tourner. Il y a des États qui commencent à se coaliser, à se concerter ensemble. C'est une bonne chose. Je salue le travail que Pascal Saint-Onge fait à Patrimoine canadien. Je salue le travail aussi que Mathieu Lacombe fait au ministère de la Culture et des Communications, parce qu'il y a cette ouverture d'esprit et cette prise de conscience que ça ne va pas bien si on les laisse aller tout seuls. Et il faut se rappeler d'une chose, ce sont des propriétés de multimilliardaires américains, principalement. Et ça, ce n'est pas un détail. Non. Ça veut donc dire qu'on est en train de remettre nos réseaux de communication à des Américains. Luce parlait tantôt des feux de forêt où on ne peut même pas avoir d'informations parce qu'on n'ouvre pas l'actualité sur Facebook. C'est dangereux. Le Canada n'a jamais été aussi vulnérable, parce que tout ce qui s'appelle les moyens de communication, les moteurs de recherche, tout ça appartient à des entreprises américaines. Et ça, pour moi, c'est sérieux. Et là où on se rejoint effectivement, Annick et moi, c'est la démocratie, elle est en danger. Et pour vrai. Question de mettre les choses en contexte. Si cette fameuse loi sur les nouvelles en ligne qui a été proposée, puis évidemment par la suite est devenue une loi, c'est parce que, et puis ça c'est un chiffre qui va frapper l'imagination, en 2022, il y avait 14 milliards de dollars en revenus publicitaires en ligne. De ce montant-là, les groupes Google et Meta allaient chercher 80 de l'enveloppe. Le reste allait à différents médias qui étaient présents. Puis là, c'est seulement au Canada, là, je ne vous parle pas de la planète. Hein. Seulement au Canada, et donc le reste était éparpillé un petit peu à travers les médias qui sont là.
Mais la question que je me pose, pour essayer de régler ce différend-là, est-ce que le remède n'a pas été trop fort? Puis à quelque part, est-ce que vous avez été victime, vous les médias et les gens qui les représentent, vous n'avez pas été victime d'une grande campagne de relations publiques de par le gouvernement canadien? Bien, moi, ce qui me préoccupe, si je peux me permettre, ce qui me préoccupe à l'heure actuelle, c'est qu'on a à l'heure actuelle, disons, les ameublements Tanguay décident de faire de la publicité. Évidemment, ils vont vouloir aller faire leur publicité sur Facebook parce que ça leur permet de rayonner le plus largement possible puis d'aller chercher le maximum de gens. Les ameublements Tanguay investissent en publicité et ils peuvent avoir des déductions fiscales pour ce travail-là qu'ils ont fait de placement publicitaire, donné par les gouvernements et du Québec et du Canada, et on donne ça à des entreprises américaines qui s'en vont puis qui se mettent ça dans leur poche. Moi, je trouve qu'on devrait commencer à se préoccuper, comme remède, d'enlever justement cette manne qui s'appelle la publicité, qui est versée directement à des entreprises américaines et que nous, pour lesquelles nous, on offre des déductions fiscales. Ça, pour moi, c'est un non-sens incroyable. Mais ce dont vous parlez, c'est un autre remède que celui qui a été voté par les députés fédéraux. Oui. C'est une mesure, moi je dirais de la bonification pour l'utilisation des médias locaux, plutôt que parce qu'il peut y avoir d'autres conséquences, parce qu'on est tous liés par notamment des ententes de libre-échange et tout ce qui est fiscal ou barrière ou quoi que ce soit, ça doit passer par les filtres des ententes des libre-échanges et c'est extrêmement complexe. Mais pour répondre directement à la question, nous, on a commencé à militer pour une législation sur l'accaparement des revenus publicitaires et autre chose, une législation commerciale sur ça, bien avant que la loi C-18 soit dans les cartons, parce qu'on regardait aller la chose, on regardait comment les médias perdaient, on a regardé les modèles, on a regardé le modèle européen qui était basé sur le droit d'auteur, on a regardé le modèle australien qui était une législation commerciale, ça nous a semblé moins violent, parce qu'il y avait un dialogue, il y avait un arbitrage de proposer. Je ne crois pas que C-18 était violent. Au contraire, je crois que C-18 était une porte ouverte à la considération du travail qui était fait dans notre pays sur l'information et sur... Ils sont partis avec le bébé, puis le bain, puis l'eau, puis toute la patente, hein, parce qu'au début, ils ont dit « Amenez-nous vos textes, amenez-nous votre contenu journalistique, on veut avoir du contenu sur nos plateformes. » Une fois que ça a été rendu là, c'est un procédé de bon échange, on vous donne la visibilité, et on amène les gens chez vous, vous faites des revenus publicitaires. Mais la couche suivante, c'est qu'ils ont pris aussi le marché publicitaire. Fait que non seulement on prend vos contenus, on ne paie pas pour, parce qu'on est neutre, et on prend vos revenus publicitaires, puis maintenant, débrouillez-vous pour continuer à produire ça. Ah, puis quand on vous demande de partager les revenus, pas une licence d'utilisation, un convenu, arbitré. Ah non, nous, on ne peut pas faire ça, on est juste un tiers. Ce n'est pas une loi violente du tout. La violence n'est pas du côté de la loi, croyez-moi. Là où je suis d'accord avec Alain, puis Yannick de toute façon, mais c'est le fait que, puis je pense que le fait que Meta, que Facebook a bloqué l'été passé, donc ça a bloqué Facebook puis Instagram, là je pense qu'on a tous, vous, citoyens, nous, on s'est tous rendus compte à quel point ça, c'était effectivement violent. Puis il faut comprendre, depuis des années et des années, je n'ai pas le chiffre en tête, mais les médias écrits à travers le pays, surtout les médias écrits ont été... Bien sûr, la télé, il y a une baisse de revenus publicitaires aussi, mais dans le cas des médias écrits, c'était catastrophique dans l'ensemble du pays. Des pertes d'emplois, on l'a dit depuis des années, mais je ne sais plus, c'est comme une centaine de médias écrits qui ont disparu. Fait, on ne parle pas... C'est pas abstrait, là. Après, est-ce que 100 millions de dollars que Google donne règle tous les problèmes? Non. La réponse, c'est non. C'est une expression un peu familière, c'est des peanuts, là, 100 millions de dollars. Ah. Bien, en fait, moi, ce que je trouve un peu... la question au départ, c'était est-ce que la loi, est-ce que la solution, est-ce que le remède n'est pas quelque chose qui nuit plus que ça vient nous aider? Moi, ça a été ma crainte longtemps. Est-ce que le remède n'était pas pour tuer le patient? Et lorsqu'il y a eu le blocage des contenus par Meta le 8 août, je m'en souviens très bien, ça a été notre réaction initiale, dire OK, là, nous, on est dans le trouble. À ce moment-là, je vous le dis, environ entre 30 et 40 de notre trafic en termes d'utilisateurs passait par Facebook. Wow. Donc, nous, on voyait, l'impact de Facebook,
on anticipait celui de la disparition de Google. Si on perdait les deux, pour nous, c'était catastrophique. C'était clair que c'était la fin. Force est de constater que oui, il y a une diminution du nombre d'utilisateurs, des gens qui passaient par Facebook pour plein de raisons, par opportunisme, par opportunité, des gens qui n'étaient peut-être pas très engagés, qui venaient lire un contenu à partir de Facebook puis qui repartaient ensuite. Mais l'impact qu'on a eu sur le nombre de pages vues a été minime, puis même, comme vous le dites, Mme Julien, les efforts qu'on a mis ailleurs nous permettent maintenant d'aller gagner plus de visibilité sur nos contenus, sur des canaux qui nous appartiennent. Puis c'est là un petit peu qu'est-ce qui est tricky dans cette histoire-là. C'est qu'historiquement, nous, dans la presse écrite, on était les propriétaires de nos canaux de distribution. Donc, quand on imprimait un journal, on le livrait à la porte, puis tout ça nous appartenait, on avait un contrôle là-dessus. Avec l'obligation de faire ce virage vers le numérique, moi, ce que j'ai appris depuis le début en numérique, c'est aller rejoindre les utilisateurs là où ils sont. Et là, ils étaient sur les réseaux sociaux, ils sont sur les moteurs de recherche. Alors, on a développé beaucoup de tactiques pour aller rejoindre les gens là, puis ça a fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné qu'à un moment donné, c'est devenu une part tellement importante de notre génération de trafic qu'on est devenu un peu dépendant de ces sources-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a perdu complètement le rapport de force dans cette relation-là. Puis ce qui est drôle avec C18, puis après ça, je vais laisser la parole aux autres, c'est que moi, souvent, j'utilisais cette image-là. C'est papa puis maman, ils s'ostinent pendant qu'ils conduisent l'auto. Puis nous, les journalistes, on était assis dans le siège de bébé en arrière. T'sais. Puis on espérait que pendant qu'ils se chicanent, ils ne prennent pas le champ puis que toute la famille y passe. Mais ils ont décidé de notre sort sans qu'on ait vraiment pu prendre la parole là-dedans. Je vois qu'il y a des têtes qui aussi. Alors, c'est parce que moi, il y a eu beaucoup de consultations malgré tout sur Absolument. C18. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas une loi parfaite. Si on devait la refaire avec ce qu'on sait maintenant, probablement qu'on apporterait un paquet de petits alinéas et puis de petits changements, mais il ne reste pas moins que c'est un premier pas. Ah oui, c'est ça. Et ce premier pas-là, wow, on devrait s'en réjouir. Et ça veut dire que le reste est à suivre. Et ce reste-là qui est à suivre, bien, il faut y travailler. Mais au prix d'avoir moins de gens qui sont bien informés? Moi, je ne suis pas sûr que les gens sont moins bien informés maintenant. Je ne vois pas le lien, en fait, entre C18 et le fait d'être moins bien informé. Je suis désolée. Parce qu'ils n'ont plus accès à vos textes sur les propriétés de Meta, par exemple. Oui, mais là, Meta a été, encore une fois, c'est une portion. Les citoyens sont venus quand même davantage sur nos plateformes. Là où on a une responsabilité tous, c'est de développer, d'innover, de s'adapter, continuer à évoluer, d'adapter notre offre pour essayer que le plus possible les gens viennent sur nos plateformes. On s'entend, nos plateformes, c'est ça qu'on souhaite, dans le fond, que les citoyens viennent consulter. Après, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais c'est sûr que nous, puis je l'ai dit hier, comme service public, il y a une fracture générationnelle. On fait face à un défi gigantesque, la fracture générationnelle. Les plus vieux, on va dire ça comme ça, ma génération, donc écoute la radio, regarde la télé, écoute les émissions. Ça va encore bien, hein? Les téléjournaux vont bien, les émissions d'affaires publiques vont bien, la radio de Radio-Canada va super bien. On fait effectivement de la presse écrite de plus en plus. Mais la vérité, c'est que 40 ans et moins, puis moi, je ne parle pas de 20 ans, là, je parle de 40 ans et moins, s'informent beaucoup moins, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y a Colette Brun qui est là pour elle, s'informent beaucoup moins par la radio et la télé, et donc il faut être présent. Il faut être présent partout. Le service public doit être présent partout, et on ne peut pas bouder non plus, dire « Ah, je ne serai pas sur YouTube, là, puis je ne serai pas sur TikTok », puis même si on est conscient qu'on a un peu otage pareil. Ça va être quoi la prochaine affaire de TikTok puis de YouTube et tout ça? En même temps, cette transition numérique-là, elle existe, mais il faut s'adapter puis innover. La question, oui. Bien, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas tout seul dans la bataille. C'est une bataille mondiale. On ne réglera pas ça à la hauteur du Canada, là, parce que tout le monde a la même problématique, tout le monde a le même enjeu Fait que, il y a de la mondialisation des marchés, mais je pense la mondialisation des réflexions qui va peut-être nous amener à autre chose.
Et la bonne nouvelle, c'est que le Canada, enfin, est embarqué dans cette bataille-là. Parce que rappelez-vous qu'en 2015, on parlait, non, pas de taxe Netflix. Hein? Et puis, Mélanie Joly était allée à Tout le monde en parle pour dire, ah, ouais, j'ai un deal avec Netflix. Et puis là, tout le monde dit, oui, mais c'est parce que c'est ça qui était le montant d'argent qu'il avait investi l'année précédente. Hein? Donc, la pensée politique a évolué. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément qui est majeur comme tournant et qui va être décisif. C'est à moins que, et là, je ne veux pas faire de politique, mais il y a d'autres partis politiques qui n'ont pas cette vision-là. Et le point de vue libertarien, qui est aussi celui de ces géants numériques-là, tous ces gens-là, eux autres, moins il y a d'État, mieux c'est. Alors, quand je parle de ces gens-là, je parle des barbares numériques, mes amis. Affectueusement. Donc, il faut être conscient qu'il faut nécessairement aller avec d'autres pays dans cette direction-là. Mais moi, de plus en plus, je pense qu'il faut s'affranchir de ces géants numériques-là, progressivement. Y aller petit pas par petit pas, mais on est allé beaucoup trop loin dans le sens inverse. Alors, il faut reprendre notre souveraineté numérique, reprendre notre souveraineté culturelle, notre souveraineté démocratique également. Et ça, pour poursuivre dans votre réflexion, ça va par... Il y a une initiative qui est en train de se mettre en place au Québec. Je parle de la Nouvelle Place. Oui. Oui. Qui, essentiellement, serait un réseau social québécois, qui serait une coopérative, et où on pourrait retrouver notamment du contenu d'information provenant des grands médias, mais aussi d'autres sources dans le domaine du divertissement, notamment, et d'autres contenus. Est-ce que c'est ce type de vision-là qui... Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas convaincu encore totalement si le mécanisme et le mode de gestion est le bon, mais il y a une réflexion d'un certain nombre de personnes, dont je suis, pour essayer de voir comment on pourrait effectivement créer un réseau social qui ne soit pas la propriété de Mark Zuckerberg et des multimilliardaires, ni de ses actionnaires. Est-ce qu'on est en mesure aussi de réintroduire les médias et les informations à l'intérieur d'un réseau social, donc d'accueillir l'ensemble des coops, Le Devoir, Radio-Canada, les autres, pour qu'on puisse à nouveau avoir je dirais, cette fenêtre que les moins de 40 ans pourront utiliser parce qu'effectivement, ils n'ont pas la tradition que ma génération, plus vieille que la tienne, là, on avait d'écouter le téléjournal à 22 h le soir. On ne commencera pas à faire de l'argisme ici. Je veux revenir sur un propos. Luce, vous le disiez, vous parliez de YouTube, vous parliez de TikTok. Les GAFAM, ce n'est pas que Meta et Google. Ben non. Les médias, je pense à la Coop aussi. Oui. Vous êtes présent sur d'autres ou avec d'autres partenaires. Absolument. Que ce soit les Apple, que ce soit même à la limite, même Amazon, avec du contenu qui est offert par ces petites bornes intelligentes. Les téléconnectés aussi maintenant. Exactement. Les chaînes fast. Mais c'est ça. Ce sont des canaux de distribution. Alors, comment vous abordez cette question-là? Je comprends qu'à une certaine époque, on pouvait être naïf, mais là, maintenant, avec la leçon qu'on a reçue... Je comprends, mais on ne peut pas vivre en ce moment en dehors complètement du système. Et encore une fois, l'objectif, est-ce qu'on va faire le choix de se priver, de joindre, d'atteindre, de ne pas atteindre, en fait, le public de 40 ans et moins? On ne peut pas se permettre ça. Après, encore une fois, comme je dis, c'est pour ça que je dis que c'est un défi budgétaire, un défi de programmation budgétaire. Évidemment, on est privilégié. On a un financement hybride, Radio-Canada, un financement public, mais il y a quand même un impact, nous aussi, sur les revenus publicitaires. On est plus privilégié que d'autres médias, j'en conviens. Néanmoins, le mandat est différent aussi de plusieurs autres médias. À couvrir, vous allez dire que je suis obsédée par les feux de forêt, mais c'est vrai, un peu. Un peu, là, c'est l'exemple que je donne depuis hier, mais... Couvrir, vous avez entendu Azeb, vous avez entendu Céline, couvrir des guerres, ça coûte extrêmement cher. Couvrir des feux de forêt, ça coûte extrêmement cher. Quand tu as un mandat de service public à travers le pays et que la raison fondamentale pour nous, c'est d'informer le public et d'être présent sur le terrain, bien, ça coûte cher. Mais tu ne peux pas, après, dire, bien, on va investir juste en radio, en télé, puis, OK, YouTube. Dans le fond, on parle d'ailleurs, avec nos employés, de plus en plus de vidéos et d'audio. Moi, je rencontre les employés de Découverte, La Semaine verte, etc.
Je veux dire, nos contenus voyagent sur YouTube aussi, vivent. Après, moi, ce qui me préoccupe, puis on va en parler sûrement, c'est Google, qui est comme moteur de recherche, si on perdait vraiment le trafic de Google. Et l'autre élément qui me préoccupe beaucoup, c'est, vous savez, les jeunes sont de plus en plus bilingues, en tout cas beaucoup plus bilingues que nous étions à l'époque. Et l'information est une forme de rempart quand même encore pour la culture. Les jeunes s'informent quand même encore beaucoup en français. Le drame, c'est tout le volet culturel, effectivement. De regarder Netflix et de ne pas regarder les fictions québécoises, Tout TV, etc. Ça aussi, c'est un chantier quand on parle de souveraineté culturelle et d'espace public. Tu sais, Tout TV, c'était ça l'idée aussi, hein, d'essayer de regrouper l'ensemble des fictions de tous les réseaux, comme Salto a essayé de faire en France. 63 des sites sont en anglais, les sites Internet sont en anglais, sur la toile. 63 Ça veut dire que l'espace francophone, c'est autour de 3 Alors, comment voulez-vous que notre culture francophone puisse être présente dans cet univers-là? Comment voulez-vous que même nos savants qui sont obligés d'écrire en anglais, s'ils veulent être certains qu'on va lire leurs documents dans des revues médicales, dans des revues scientifiques? Alors, avec ça, cet univers-là, on est en train de marginaliser le français. Or, nous, francophones, on a envie, je pense, que cette pérennité de la culture et de la langue française, elle soit assurée et rassurée dans cet univers-là. Or, ce n'est pas le cas. Et moi, c'est pour ça que je considère que l'État a un rôle majeur à jouer. Et il faut réhabiliter ce rôle-là de l'État dans nos sociétés, parce que, jusqu'à nouvel ordre, c'est la meilleure façon de protéger ce que nous sommes. Marc, je vais aller vers vous. Bien avant la loi, les coops avaient tissé des liens avec des membres du GAFA, tout à fait. Si on parlait de la mafia. Une entente secrète. Et donc, à ce moment-là, il y avait un lien. Oui. Il y avait une partie du financement qui permettait de faire ce que vous faites, d'informer vos lecteurs. Vous avez été victime, je vais dire une victime collatérale de la loi parce que ces ententes-là ont été faites. Oui. Maintenant, dans votre cas, quand vient le temps, un peu comme à Radio-Canada, d'envisager le déploiement de vos textes, de votre contenu sur d'autres plateformes parce qu'il faut aller rejoindre les gens où ils sont, quelle est la logique? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Est-ce qu'il y a... Écoute, qui a été pris une fois souhaite ne pas se faire prendre deux fois. On a, par exemple, signé une entente avec Apple pour partager nos contenus sur Apple News+. Il faut dire que nous, on a un modèle d'abonnement numérique, donc on ne veut pas donner nos contenus gratuitement. On souhaite que les gens nous appuient en s'abonnant. Il y a quand même une mécanique de paywall puis tout ça. Donc, en partageant nos contenus sur Apple News, pour nous, c'est important qu'on aille chercher une rétribution et surtout que ce ne soit pas une façon de court-circuiter notre modèle d'affaires. Donc, quand on a discuté avec les gens d'Apple News+, pour nous, c'était extrêmement important qu'on soit rétribué à la hauteur juste de la valeur de nos contenus et que ça ne vienne pas cannibaliser notre modèle d'affaires. Le pari, c'était que les gens qui passeraient par cette porte-là, ce n'étaient pas des gens qui seraient vraiment des abonnés potentiels, qui pouvaient peut-être picorer à plusieurs sources d'informations et de pouvoir les rejoindre via cette porte-là, c'était important pour nous. Mais c'était clair que hors de question pour nous de le faire gratuitement puis de se faire violence. Cela dit, tous les autres réseaux sociaux, il faut qu'on soit là. Maintenant, c'est dans notre façon d'occuper l'espace, c'est les efforts qu'on doit déployer là-dessus, qu'on doit mesurer. Si on voulait vraiment avoir un grand succès sur les réseaux sociaux, ça prendrait plus d'investissement de temps et de ressources. Il faut presque des gens qui créent du contenu qui est destiné aux réseaux sociaux pour avoir du succès là-dessus. Et c'est triste, mais on n'a pas ces ressources-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos journalistes créent du contenu à valeur ajoutée qui est d'abord et avant tout destiné aux gens qu'on rejoint via les canaux qui nous appartiennent. Annick, j'allais dire, est-ce que la main-d'œuvre suit? Est-ce que... Oui? Bien, tout le monde... ça a complètement, depuis 10 ans, surtout en presse écrite, maintenant ça rejoint la presse les gens de l'électronique, la défection des revenus a fait en sorte qu'il y a eu des... Écoutez, j'avais des chiffres hier entre les mains, malheureusement, ce n'est pas ceux que j'ai apportés ici, là, mais il y a plus de 1200 personnes du monde de la télévision, des journaux qui ont perdu leur emploi l'année dernière. Okay? C'est sûr que
c'est traumatisant pour des milieux de travail. Mais je crois que, on n'est pas des imbéciles non plus, même si on est des syndicalistes. On a bien constaté la situation, puis comme je dis, on a été les premiers à être proactifs. Je veux quand même souligner que c'est la FNCC qui a mis sur pied, qui a proposé les crédits d'impôt sur la masse salariale en premier. Okay? Et quand on en a parlé dans une espèce de colloque qu'on avait créé qui s'appelait le 4e pouvoir en danger, il y avait les patrons de presse qui étaient assis avec nous, puis on proposait cette solution-là et tout le monde a dit non, l'État va se mêler de l'information, non, c'est trop dangereux. Et, fait que 2 ans plus tard, ils couraient tous derrière, mais c'était la réalité. Fait que, ce qui était absurde, puisque Radio-Canada... oui, c'est ça. Mais il y a un financement, puis on est totalement indépendant du gouvernement. C'est l'exemple qu'on donnait. Moi, j'ai toujours dit, c'est un drôle d'argument. Mais bref, ça s'est avéré que tout le monde y a adhéré au final, mais ceci étant dit, quand on a constaté, évidemment, la désaffection que ça créait au niveau des revenus, puis que et la multiplication des tâches qui en est issue, parce que tout le monde s'est mis à faire qui de la vidéo, qui de l'article écrit, puis là, je te fais un topo pour le web, puis là, je résume ça en audio pour la radio, etc. Ça a multiplié les champs d'action des journalistes. Ils se sont prêtés au jeu, parce que il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les journalistes, là, c'est une drôle de... C'est comme les créateurs, c'est comme ça. C'est que c'est des gens qui sont dédiés à leur tâche. Eux autres, là, quand ils se mettent sur quelque chose, c'est qu'ils veulent aller jusqu'au bout, puis c'est comme le résultat est plus grand qu'eux-mêmes. Fait qu'ils vont la faire, la tâche, puis ils vont aller jusqu'au bout, puis ils vont se dédier à ça. Puis ça, moi, mes membres, là, les membres de la Fédération comme ça, c'est ça qui me porte pour travailler pour eux, parce que j'admire cette façon d'être dédié à la tâche. Donc, ils l'ont fait. Est-ce qu'ils sont épuisés? Est-ce qu'ils pensent qu'ils devraient avoir de meilleures conditions de travail? Est-ce qu'ils sont... Oui. Est-ce qu'ils devraient être mieux rémunérés? Bien, dans certains médias, oui. Dans d'autres, bien, c'est correct. Mais on souhaite que ça reste correct parce que si on ne va pas devenir de... Puis ça, là, c'est vraiment important de se penser de cette façon-là. On est tous ensemble dans ce bateau-là. Autant les organisations que les travailleurs. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à aller de l'avant, mais en se respectant chacun nos... comment je pourrais dire? En ayant une bonne collaboration au niveau de l'ensemble de ces faits-là. Tu sais, quand il y a des patrons de presse qui sont payés des gros salaires, comme on avait vu qui s'est passé avec les bannières qui ont formé la coop, puis qui se sont poussés avec le magot, puis qui ont laissé la situation devenir une situation de faillite, puis que les travailleurs se sont retrouvés devant rien, bien, c'est sûr qu'on interroge aussi la façon dont les choses sont gérées. Et ça, il faut saluer ça, le travail qui a été fait pour la création de l'ECOOP. Moi, bravo. En plus, avec tous les sacrifices qui ont été consentis à tout ça, c'est bravo. Merci. Et il y a quelque chose qui est assez unique actuellement au Québec, c'est qu'on n'a pas, nous, comme en France, par exemple, la famille Lagardère, la famille Bolloré, la famille Bernard Arnault, qui contrôlent une multitude de médias pour le grand public et tout ça. On a cette originalité-là ici qu'on retrouve très rarement ailleurs. Donc, ça, moi, je trouve que c'est un signe de vitalité puis de créativité aussi. Et encore une fois, bravo pour le travail que vous avez fait, notamment vous autres avec les COP de l'info. Mais on aura quand même une bonne pensée pour les familles Desmarais et Pellado. Oui, c'est ce que... Mais j'ajouterais... J'ajouterais, moi, je n'ai pas de devoir de réserve, j'ajouterais Martin Cochon. Aussi. Bravo, Martin Cochon. Qui était à la Genèse. Mais je tiens à dire que je n'ai pas le même niveau de rémunération. Juste le préciser. On le sait. Oui, merci. Avant de passer aux questions dans la salle, parce que je compte sur vous pour... les cuisiner un peu. J'ai une question, ça m'a toujours fasciné, puis c'est peut-être les deux patrons actuels des médias qui pourront m'indiquer là-dessus. Dans cette histoire-là, ça a été quoi la réflexion? Là, on va faire de la philosophie à deux scènes, là. Mais ça a été quoi la réflexion quand est venu le temps de couvrir cette histoire-là? Parce que vous étiez partie prenante, puis j'ai l'impression, puis vous m'expliquerez pourquoi là, ou comment, mais j'ai l'impression que, évidemment, c'était clair le point de vue des médias là-dedans, le point de vue du gouvernement, mais j'entendais peu ou les gens de Meta ou les gens de Google. Parce qu'ils ne voulaient pas parler. Exactement. On a couvert, d'une part, de mon côté, moi, j'ai écrit ce j'appelle un mot de l'info sur, effectivement, qu'est-ce que ça signifiait, le blocage de Meta, puis pourquoi, effectivement, on était en désaccord avec cette décision-là. Mais la couverture n'a pas été facile, tu as raison, c'est ça. parce que Meta, il n'y avait pas de porte-parole.
Mais on a parlé de campagne publicitaire tout à l'heure. Puis moi, je peux te dire que il y a eu une suggestion à un moment donné de mes collègues des communications qui souhaitaient que nos animateurs, nos chefs d'antenne, par exemple, disent télécharger l'application. Oui, on finit le radio-journal depuis toujours là-dessus, télécharger, mais Meta bloque télécharger, j'ai refusé ça. Je ne voulais pas du tout, justement, qu'il y ait une confusion, un mélange des genres entre nos chefs d'antenne et puis la campagne de pub qu'il y a eu comme telle, complètement indépendamment du service d'information. J'étais sensible à ça, effectivement, mais ça ne nous a pas aidés parce que ce que tu dis, le fait que Google, il n'avait pas de porte-parole ni l'un ni l'autre, fait que ça nous a desservi, donnant l'impression qu'on pouvait avoir un biais, disons, ce que nous n'avions pas. Bien, merci. Oui, bien, en fait, effectivement, on a essayé de couvrir ça avec le plus d'objectivité possible. C'est sûr que c'est un peu malaisant quand tu écris un article et que tu donnes la parole à ta directrice générale, par exemple, mais en même temps, il fallait faire état de la situation, puis il fallait le dire, c'était quoi la menace qui pesait sur nous. Mais une chose que tu abordais, Luce, c'est le fait que c'est une occasion aussi pour nous de faire de la promotion autour de la valeur qu'on a. Même qu'on l'a fait sur Facebook, c'est niaiseux, mais on a utilisé le canal, on a payé de l'argent pour passer par là, parce que notre idée, c'était d'aller rejoindre les gens qui passaient par ce canal-là, par opportunisme, comme je le disais plus tôt, puis de leur dire « Hey, venez vous brancher à la source ». D'ailleurs, une initiative qu'on a mis de l'avant pendant la période d'automne, c'était surtout lorsqu'on voyait ce qui s'en venait avec Google. On a un paywall qui est dynamique. Ce qu'on a fait, c'est que les gens qui arrivaient du canal Search, donc la recherche sur Google, ou des canaux sociaux, voyaient un paywall dès l'arrivée. Puis on leur disait, bon, vous pouvez accéder à votre contenu gratuitement, mais on vous invite à vous inscrire à une infolettre. Branchez-vous à la source. Plutôt que de vous fier au canal qui ne nous appartient pas, branchez-vous à la source. Ce qui est arrivé avec cette offensive-là, c'est qu'on a fait doubler le nombre de personnes inscrites à notre infolette du soir. Ça avait pris 3 ans à atteindre 46 000 inscrits. Et puis, en quelques semaines, on a monté ça à 106 000 personnes inscrites. Ce qui veut dire que la stratégie fonctionne, ce qui veut dire que les gens étaient vraiment intéressés à s'inscrire pour suivre l'information et à venir directement à la source. C'est bon? Oui. Oui. Là, je vois 2 mains. Alors, on va aller d'abord, monsieur, juste devant. Je suis Richard Champagne, je suis président de la Fédération professionnelle des journalistes. Et vous parlez fort, s'il vous plaît, pour le Pardon, micro. je m'appelle Richard Champagne, je suis le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et puis, la réponse à la question qui a gagné la bataille, elle se trouve dans le corridor ici. Je ne sais pas si les gens vont aller voir les dessins faits par des enfants de 6e année. Donc, des enfants de 11 et 12 ans. Et là, je vais vous décrire un dessin, je vous invite à aller voir ça. C'est absolument formidable, la lucidité d'un enfant de 11 ans. Lucidité que beaucoup d'adultes, à mon avis, n'ont pas. Alors, c'est une personne qui semble être un représentant d'un média dans une bulle. C'est comment se fait-il que nous ne pouvons pas publier de l'information sur votre site? Et là, il y a un F, le F de Facebook, comme une main qui pointe vers le logo du gouvernement du Canada. Ce n'est pas moi, c'est lui. Alors, pendant qu'on est en train de discuter, c'est 18, c'est une bonne loi, on aurait pu faire ça, non, on s'ostine sur ça, on oublie à qui profite le crime. Le crime, il profite à qui? Il profite aux géants du web. Ah oui. Alors, il est là le problème. Et l'automne dernier, la FJQ, on a tenté quelque chose. On a organisé une journée de boycott de Meta, qui a connu quand même un certain succès dans le court laps de temps qu'on a eu pour l'organiser. Et moi, je crois qu'il faut poursuivre cette bataille-là. Je salue le fait qu'on essaie des initiatives pour avoir une place québécoise numérique. Mais malgré ça, je pense qu'il faut continuer la bataille. Et j'invite le public, j'invite tout le monde. Si vous avez des idées, si vous voulez nous aider, contactez-nous, la FJQ, contactez la FNC, contactez tout le monde. Ça va être ensemble qu'on va réussir. Le Canada, on ne changera peut-être pas complètement la donne, mais on peut faire une différence. Moi, je n'accepte pas qu'on se fasse intimider. C'est peut-être parce que je mesure 5 pieds 4. Hein? Mais je n'accepte pas ça. Et c'est de l'intimidation, ce sont des voyous. Et je terminerai là-dessus. Il y a quelques semaines, j'ai été invité à un événement organisé par le gouvernement général du Canada. Et on continue de dérouler le tapis rouge à Meta. Oui. Il y avait M. Kevin Chan, le grand patron de Meta, à qui on donne le micro, là, à qui mieux. Ouais. Puis dire, c'est compliqué, le harcèlement, l'intimidation sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous savez, et on accepte de se faire dire ça collectivement, alors que lui, ces réseaux-là ont une responsabilité beaucoup plus grande que nous tous comme citoyens. Alors, je nous
Merci, M. Champagne. Il nous manque de chaises en avant, là, mais je vois qu'il y aurait d'autres points de vue qu'on a. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, j'en vois juste ici, monsieur. Moi, je ne pense pas d'avoir perdu la bataille, parce que le fait de... Je ne me suis jamais informé au niveau des nouvelles sur Facebook. Je vais sur le site des Radio-Canada, de la presse, du Devoir, tout ça. Bravo. Et je me demande pourquoi on va-t-il arrêter de pleurer que Facebook ne nous donne pas ce qu'on veut? Pourquoi que les autorités gouvernementales, le CRTC, les grandes instances de communication au niveau du pays et du Québec ont pas quelque chose qui peuvent sortir du chapeau, là, pour nous prendre en main, pour arrêter de pleurer sur ces grandes... Si je peux me permettre, justement, il y a C11 qui a été la première loi qui a été adoptée, mais ça a pris du temps avant que C11. C11, ça touche l'ancienne loi sur la radiodiffusion. Okay? Et ça fait en sorte que, notamment, les entreprises étrangères et numériques, enfin, sont sur un même pied d'égalité que les autres, et le CRTC se trouve avoir un rôle de réglementation à cet égard-là. C18 fait aussi en sorte que le CRTC aura ce rôle-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, et tantôt je disais, je salue le travail qui a été fait, mais il en reste d'autres. Je vais vous donner un exemple. Il y a une série qui a été créée récemment qui s'appelle Nuit blanche. Cette série-là a profité de l'aide financière du Fonds des médias du Canada. Mais savez-vous où on va pouvoir écouter Nuit blanche la première fois? Sur Amazon. Alors là, on vient de détourner un outil que nous avions, qui est le Fonds des médias du Canada, au profit d'une entreprise américaine. Et Amazon, écoutez, moi, quand je fais des conférences, j'ai fait un tableau sur l'évolution des chiffres d'affaires d'Amazon depuis 2008 jusqu'à 2023. C'est absolument aberrant de voir le fric qu'il peut y avoir dans cette entreprise-là. Alors, je trouve que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plein de petits... Il y a des portes qui sont des châssis qui sont ouverts à droite et à gauche. Il faut refermer tout ça. Il faut avoir une cohésion d'ensemble aussi pour que la réglementation, les politiques, et aussi qu'on s'entende avec les acteurs qui sont sur le terrain. Il faut que Radio-Canada, on trouve aussi une solution sur le long terme en termes de financement. Il faut une multitude de choses. Mais je ne suis pas pessimiste nécessairement, mais parce que je suis optimiste en général, mais il y a tous ces petites fenêtres qu'il faut refermer puis réorganiser dans la demeure. Merci. Colette Brun, une question. Oui, merci. Je vais essayer de ne pas être un membre du panel. C'est le rôle du gouvernement et du CRTC, en fait, c'est dans la mise en œuvre de C11 et de C18 qui sont encore en train de se faire. Ouais. Pour C18, j'ai quand même certaines réserves par rapport à l'expertise actuelle et les capacités du CRTC. C11 aussi. Il y aurait quelque chose de très gros à développer au CRTC. Or, d'ici un an et demi, on s'en va en élection. Tous les indicateurs nous disent qu'on s'en va vers un gouvernement qui va à peu près fermer le ministère du patrimoine canadien, comme le fait son prédécesseur, qui va définancer, je m'excuse Luce, là, bon, je te dis rien que tu ne connaissais pas, qui va définancer Radio-Canada. Donc, de dire oui, il faut reconnaître le rôle de l'État. Le rôle de l'État, il est reconnu au Québec. Ouais. Il n'est pas reconnu à l'extérieur du Québec. Il n'est même pas reconnu par les médias eux-mêmes à l'extérieur du Québec. Il y a des chroniqueurs, il y a des journalistes qui, ce qu'on ne fait peut-être pas assez au Québec, qui critiquer l'intervention de l'État dans ce domaine-là, mais qui vont très, très loin. Et le discours dominant au Canada anglais, c'est qu'il faut laisser Meta, il faut laisser l'innovation du secteur de la tech librement aller et les médias ne nous feront pas pleurer. Donc, on est dans cette réalité-là. La ministre le connaît très, très bien, cet enjeu-là. Et on s'en va vers un gouvernement conservateur qui va mettre la hache dans toutes ses lois et dans tous ses programmes, y compris les crédits d'impôt. Donc, il faut savoir ça aussi. Là, donc, la bataille n'est pas terminée. Oh non. Et, bon, je vais m'en aller vers une question. Merci. Effectivement, je salue les efforts de la FNCC, de Radio-Canada, des COA. J'ai une question beaucoup plus terre à terre. Dans
Les coop sont rendus à faire des campagnes de notoriété. On est rendu que des journaux, des quotidiens qui existent dans des villes depuis 100 ans. 100 ans, doivent faire des campagnes de notoriété. On comprend surtout auprès des jeunes. En relations publiques, en marketing, on s'appuie beaucoup sur des influenceurs. Est-ce que les médias sont rendus à faire ça? Et je pose la question sérieusement. Est-ce que c'est une stratégie qui pourrait être intéressante pour vous? Peut-être que vous y êtes déjà. Ouais, je vais répondre. En fait, y sommes-nous déjà? Je peux vous dire qu'on en a déjà discuté. Ça a déjà fait partie des leviers qu'on a explorés. Pourquoi on fait aussi une campagne de notoriété? Bien, il y a plusieurs raisons. T'sais, il y a 3 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, on était à l'article de la faillite. Ça a pris un projet de reprise collective pour qu'on poursuive nos opérations. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur tête, nos médias sont disparus. Ils sont morts puis ils n'existent plus. À la fin de 2023, on a cessé nos éditions imprimées. Les gens ne voient plus circuler de copies papier du Soleil, de la Voix de l'Est, du Quotidien. Pour eux, on n'existe plus. Le message qu'on envoie avec notre campagne de notoriété, c'est juste de dire aux gens « Hey, on est toujours là, on existe. » Puis on a voulu incarner nos journalistes. On a voulu incarner les membres de notre équipe parce qu'il y a des graphistes, des gens du support client qui sont dans notre campagne de notoriété pour justement envoyer comme message à tout le monde, la coop, c'est des gens qui vivent et qui dépensent et qui font partie du tissu social de votre région. Donc, s'il vous plaît, appuyez-nous par l'abonnement, par la consultation, par la publicité aussi. Oui, beaucoup des deniers d'investissement de publicité sont allés du côté des gens du web. Ce qu'on espère, c'est être capable d'être assez pertinent et efficace pour qu'un client qui désirait investir 100$ dans une campagne de publicité le fasse chez nous plutôt que de le faire du côté d'une plateforme numérique. Le problème, c'est qu'ils ont des années-lumière d'avance sur nous en termes de performance et de technologie. Nous, on est toujours en train d'essayer de les rattraper. Moi, je vais répondre vite sur la notoriété. C'est vrai que là-dessus, on n'a pas vraiment besoin de... Je pense que la Radio-Canada est une marque de confiance reconnue même chez les moins de 40 ans. Donc, là-dessus... Et c'est le même cas même pour les barbares numériques. Là, comment? C'est le même cas pour les barbares numériques. L'expression est tellement utilisée maintenant qu'on n'a plus besoin de faire de publicité. Non, mais c'est vrai, j'entends ça maintenant des fois de gens qui utilisent l'expression barbare. Un prochain livre qui va sortir à l'automne, en passant. Il y avait une question en haut, madame. En fait, c'est pas une question, c'est plus un commentaire. Ah, mais il faut parler fort si vous faites un commentaire. Mais en fait, je me demande en fait si on n'est pas plutôt dans une tour d'ivoire, parce que quand vous dites que les gens sont bien informés, moi je pense que les conséquences de cette loi-là, c'est surtout la démocratie. On est en pleine guerre au Proche-Orient et les discours que moi je vois, surtout parmi les jeunes, la polarisation qu'il y a, elle est aussi due au fait qu'il n'y a pas de médias sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de radicalisation au sein des jeunes aussi à cause des discours qu'on n'entend pas. Les jeunes qui s'informent à travers des influenceurs qui ne sont pas des journalistes. Et on se dirige vers une élection durant laquelle il y aura de plus en plus de fausses nouvelles, de plus en plus de personnes qui s'improviseraient, qui apprivoisent aussi le discours journalistique. Et donc voilà, ça c'était une chose que je voulais nommer. D'autre part, je pense que quand on parle de marginaliser le français et tout ça, nous à la Converse, on a existé, on a commencé avec un fonds de $5 000 de Facebook Journalism Project de COVID Relief. Donc, c'est l'équivalent de $8 000 qui nous a permis de lancer. Après, on a eu un financement de Google dans le GNI Innovation Challenge qui nous a donné $200 000 canadiens pour nous permettre de faire de l'innovation. Et quand je suis allée voir Google, en ce moment, ce qu'ils nous disent, bien, là, on ne donne plus rien, on a donné 100 millions. Fait que débrouillez-vous avec votre 100 millions, mais ce 100 millions va permettre à peu près, ça ne va pas donner plus que $10 000 par journaliste. Donc, $10 000 par journaliste, je ne vois pas qu'est-ce qu'on gagne, nous, les médias. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit, et je suis quand même d'accord avec ça, c'est que cette loi-là, finalement, pour les petits médias, les médias indépendants, les gens qui font de l'innovation, que ce soit grand ou petit, en fait, on ne se retrouve pas avec grand-chose. Et c'est vrai que ce fonds-là, de Google spécifiquement, permettait à certains médias d'explorer de l'innovation, d'explorer des choses très intéressantes. On l'a vu. Je sais, mais avec Réseau Presse, on était là, on a échangé avec Google et c'était vraiment extraordinaire ce qu'ils nous laissaient faire, la confiance qu'ils nous donnaient. Moi, quand je disais à Google, je veux $20 000 de bouffe pour aller faire des dialogues, il était comme cool. Je ne suis pas sûre que le gouvernement va me donner $20 000 de bouffe pour faire des dialogues avec des gens, tu sais. Fait que je pense que ça serait le fun, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir au futur des médias et qu'est-ce qu'on a créé avec ces lois-là, qui elles servent vraiment.
Merci pour l'intervention. D'abord, sur le premier volet. Oui, je ne répondrai pas sur la loi, mais je veux juste dire, je comprends, vous avez raison sur la polarisation. Je ne crois pas qu'on ait dit que tout le monde était super bien informé, mais je dis au contraire, nous sommes sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, puis maintenant, encore une fois, Instagram et Meta, mais TikTok, YouTube, bien sûr, sur notre plateforme, on fait de la vidéo verticale. Des Sébastien Bovet, des correspondants à l'étranger font de la vidéo verticale. L'application Radio-Canada a le format en bref pour ramener les jeunes sur nos plateformes. Donc, je pense que plusieurs médias, Le Devoir fait ça, la presse fait ça, les coops, avec leurs moyens chacun, mais on essaie justement d'être là où ils sont, avec bien sûr les effets pervers que ça sous-tend. Pardon. Annick, vous vouliez réagir à la deuxième partie? Oui, c'est exactement ça, parce qu'effectivement, moi, je trouve que c'est ça la grande tragédie, c'est que il y avait des initiatives qui étaient supportées par Google, il y en avait même, je crois, supportées par Facebook, notamment. On y a participé aussi. C'est ça. Puis, ça créait une certaine émulation dans le milieu qui compensait minimalement pour des médias établis la défection des revenus publicitaires et qui permettait de l'innovation et de la créativité. Et je crois que nous avons besoin, franchement, de ça, l'innovation et de la créativité. À la FNCC, on a défendu tout le temps des consultations sur C18, la qualification d'organismes journalistiques. Comment ça s'appelle? Je l'ai noté. Organisation journalistique canadienne qualifiée, OJCQ, qui refusait de considérer, par exemple, des petits médias qui avaient un seul journaliste à temps plein et qui pouvait faire affaire avec des pigistes périphériquement, parce qu'on savait que ça existait et on savait que ça allait. C'est un peu le futur, c'est là qu'il faut aller, il faut avoir un autre regard, développer, permettre des... On n'a pas été entendu sur ce point-là, malheureusement, mais on l'a fait. Et penses-tu? Ah, merci. Mais tout ça pour dire que moi, je suis très désolée que vous ayez perdu ce rapport privilégié avec Google pour faire du développement. Mais la somme des pertes particulières ne compensera jamais la somme des pertes globales. Fait que c'est comme... Je sais que vous êtes sacrifiés et ça me fait le cœur. Ça ne devrait pas exister. Mais là, il faut aller tout le monde ensemble dans la même direction parce qu'on ne peut pas juste dire moi j'avais un bénéfice, puis toi tu n'en avais pas, mais toi, c'est pas grave, puis moi, tant mieux. T'sais. Ça ne marche pas comme société. Il faut tous aller vers une espèce d'équilibre. Puis le fait que les petits médias puissent se qualifier au fond, pour moi, c'est essentiel. Le fait que des médias qui sont dans des groupes, dans des environnements minoritaires aussi, comme le Québec est dans un environnement minoritaire au Canada d'ailleurs. Merci Annick. Il reste 1 minute. Si la question elle est courte, je la prends et je demanderai une réponse courte de ce côté-ci. Monsieur. C'est court, mais ça va être un commentaire. À ce moment-là, ce que je comprends, c'est que pendant un temps, ce sacrifice-là de plusieurs petites organisations qui représentent la diversité des voix va être sacrifié au prix peut-être des géants. Merci. Je n'ai pas de réponse. Non, malheureusement, le temps file. Ah, il y avait la madame. Je suis rigide. Madame, courte question. Commentaire. Je me suis abonné à la coop. Bravo. Merci. Au Journal Le Monde, j'étais déjà abonné à Radio-Canada et je me suis abonné à la presse. Merci. Ma voisine s'est abonnée à la version papier du Devoir. Ah. Merci beaucoup. Puis là, vous allez acheter mon livre. Vous allez acheter mon livre. Mais c'est l'influence des Radio-Canada. Si vous pouviez me rassurer dans mon individu. Puis, moi, le mot barbare, je l'utilise de plus en plus, sans avoir d'objectif. Je trouve que les gaffards de ce monde, surtout chez les plus jeunes, mais les plus vieux, réduisent nos capacités de réflexion, d'intelligence et nos barbaries. Ça va être sur ce mot de paresse cognitive. C'est le mot de la fin. C'est avec ces bons mots et l'encouragement à vous abonner. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner aux infolettres, aux sites, aux différents services de presse pour encourager justement les journalistes
à poursuivre leur travail. Je vous remercie d'avoir été présents. Je remercie mes invités panélistes. Et je vous souhaite une bonne suite.